Bien, bonsoir à tous. Merci Valérie pour l'introduction. Merci au sucre de m'accueillir. Je ne connaissais pas l'endroit, mais c'est vraiment bien. Enfin, le peu que j'en ai vu. Je suis arrivé juste avant la nuit, mais enfin, l'ambiance était assez cinématographique. Donc voilà, donc je reviendrai. Également, je voulais saluer deux politiques. Vous avez parlé de Vénissieux. Sans André Gérin, je n'aurais jamais reconstruit en France. C'est donc comme quoi les maires communistes ont quelques valeurs bien accrochées. Et donc il m'a invité effectivement après une dizaine d'années de voyages et de périples en dehors de la France à faire un concours d'architecture pour la médiathèque de Vénissieux. Donc voilà, donc je ne cesserai de saluer son audace et de le remercier pour m'avoir réintroduit dans le système des concours après un certain temps d'exclusion, disons les choses quand même par leur nom. Ensuite, évidemment, un salut par rapport à la politique et de Gérard Collomb, que j'ai rencontré plusieurs fois, mais en particulier au moment de la Biennale de Venise, où effectivement le positionnement de Lyon avec celui de Jean-Marc Ayrault à Nantes, pour moi étaient les deux métropoles très très engagées et très vivaces, si je puis dire, du point de vue du développement et de la considération que l'ensemble des métropolitains de ces métropoles portaient à leur territoire. Donc il y a là des prolongements que j'aimerais poursuivre à Lyon. On va en parler un petit peu ce soir, même si l'objet n'est pas un objet spécifiquement lyonnais, mais par politesse, élégance et puis par affection tout simplement, je vais commencer par montrer deux images qui sont des images très très génériques, si je puis dire, du projet que l'on appelle Tout Lyon, qui est le projet lorsqu'on sortira donc de la gare sur la place Béraudier, revu et corrigé par François de Coster et l'AUC et Jamel Clouche. C'est le bâtiment que vous verrez sur la gauche. Voilà, donc normalement on devrait pas le rater. Donc c'est un projet qui est un projet important de par son positionnement. Moi, je considère que Lyon est certainement un des spots européens les plus importants en termes de développement, avec la transformation aussi des régions en France, avec la position géographique, avec évidemment ces connexions avec le réseau ferré national et international. Il y a là un enjeu qui est un enjeu métropolitain de première dimension et de première qualité. Ça fait partie des grandes villes européennes et il y a donc la matière à s'interroger en termes d'architecture, d'urbanisme et aussi de dimension, si je puis dire, afin que les métropoles soient des villes dans lesquelles on puisse vivre heureux. Donc cette problématique, elle touche non seulement les bâtiments. Donc vous voyez, on n'a pas fait grand-chose pour l'instant sur tout Lyon. On a mis un peu de couleur, voilà, on a fait un volume, 170 mètres de haut, il y a quelques milliers de mètres carrés. Il y a un positionnement qui est assez bien réglé du point de vue, si je puis dire, de l'emprise au sol, mais on peut pas dire que le projet a vraiment commencé. Toujours est-il que ça se met en route. Ça se met en route parce qu'il y a effectivement tout un ensemble d'acteurs qui sont importants. La ville, je l'ai évoqué tout à l'heure, au travers de la métropole et donc du Grand Lyon. Évidemment, la SNCF avec les infrastructures, mais aussi un certain nombre de grands bâtiments et tout un travail de requalification, je dirais même de révélation de ce quartier, qui est un quartier extrêmement intéressant avec des objets architecturaux, pour moi, d'une grande importance et d'une très grande qualité. Entre autres la bibliothèque, le bâtiment du Grand Lyon, etc. Il y a là et même d'autres objets comme certaines barres qui sont tout à fait remarquables et qui méritent d'être protégés, sauvegardés et c'est un peu, je dirais, d'une certaine façon, c'est pour ça que j'employais le terme de révéler, d'une certaine façon de remettre un petit peu dans le regard de nos concitoyens comme étant des travaux, des œuvres qui ont marqué la fin du XXe siècle, tout au moins la deuxième partie du XXe siècle. Donc
donc tous ces bâtiments sont très très intéressants, ceux qui existent et ceux qui vont être construits. La question une question très, pour le coup, métropolitaine, qui intéresse les métropoles du monde entier, c'est la question de la relation de ces bâtiments avec le territoire, mais pas d'un point de vue simplement de la cartographie, mais surtout du point de vue de l'ancrage, de l'inscription de ces bâtiments dans leur géographie, dans leur lieu, dans leur contexte, et donc la question des racines. Et donc le propos que je vais développer ce soir, c'est effectivement l'enracinement et la tentative de petit à petit de mettre en place une réflexion pour définir un ensemble systémique en ce qui concerne le sous-sol. Le sous-sol est un lieu de ressources, c'est un lieu qui, comme ce grand arbre qui nous a servi de référence pour la tour que vous allez voir que l'on a réalisée au Japon, le sous-sol est un lieu dans lequel il y a beaucoup d'interventions qui sont des interventions strictement autistes. C'est-à-dire que chacun fait son trou. Alors il y en a un qui fait un parking, l'autre qui fait un tuyau pour passer un métro, l'autre fait par exemple un égout, etc. Donc tout le monde fait ça, chacun son travail très très bien, si ce n'est qu'il n'y a aucune relation, aucune interaction entre ces différents travaux. Et donc il n'y a pas de notion à proprement parler de système. Et c'est assez troublant parce que les investissements qui sont réalisés pour les infrastructures sont des investissements extrêmement importants. Et dans les recherches que nous menons, il semble bien que la part économique, donc financière, en termes de budget investi dans les sous-sols, dans la partie du sous-sol, est plus importante en proportion que la partie qui est investie en superstructure, c'est-à-dire pour construire nos bâtiments, nos écoles, etc., nos logements et autres lieux dans lesquels nous vivons et nous travaillons. Donc il y a là une approche qui devient tout à fait inédite, et qui s'inscrit petit à petit dans une prise de conscience par rapport à la résilience, entre autres, puisque le sous-sol a cette capacité. C'est peut-être un peu moins intéressant pour nous en France par rapport aux tremblements de terre et autres drames liés au climat, mais effectivement, la terre tremble moins, ou tout au moins elle détruit moins les bâtiments qui sont incrustés dans le sol que ceux qui sont en superstructure. Donc il y a cette notion de résilience qui va être évidemment comment dirais-je, en vedette à la fin de l'année avec la conférence sur le climat à Paris et à partir de laquelle un certain nombre de travaux, de réflexions vont soit être énoncés, soit évidemment vont en découler suite à cette réunion internationale. Donc l'idée, c'est de développer des racines pour nos bâtiments et pour nos villes. Par exemple, ici, nous avons une coupe d'une tour que l'on a réalisée à Osaka, qui est une tour de bureau avec une base assez importante où on trouve des services, mais aussi une partie de l'université d'Osaka, des commerces. Donc il y a toute une base relativement importante, puisque en Asie, on n'a pas peur de monter en étage pour avoir des activités urbaines, si je puis dire, et puis ensuite des bureaux. Le client est un client très intéressant, car c'est un client qui est en fait une compagnie d'assurance vie japonaise. Donc c'est un client extrêmement traditionnel qui n'a pas du tout de volonté particulière à produire de l'immobilier, mais il se trouve qu'il voulait, par rapport à leur implantation dans Tokyo, comme ils avaient donc ce terrain à Osaka, développer un peu une espèce d'écho entre ces deux grandes métropoles. Et donc, leur volonté, c'était non seulement de réaliser un projet immobilier, mais avec une rentabilité, mais aussi de marquer
ce projet immobilier par des prises de position d'ordre, je dirais, eux considèrent que c'est une forme de philanthropie ou d'actes, je dirais, humanitaires d'une certaine façon dans leur esprit. Ils plantent beaucoup d'arbres sur l'archipel japonais. Il y a donc une prédisposition de ce client à s'intéresser aux autres. Et dans ce cadre-là, ils ont donc accepté cette idée de mettre en œuvre des espaces qui sont des espaces qui font partie de l'architecture générale de la tour, mais qui sont donnés d'une certaine façon au fonctionnement urbain du quartier. Et donc nous avons imaginé donc cette partie un peu comme cette image d'iceberg, c'est un peu moins important, mais qui serait un lieu en pied de tour et qui, de par ce mouvement un peu de cet épaississement, et on renvoie de façon un peu métaphorique au tronc de ce séquoia que l'on voyait tout à l'heure, avec une écorce extrêmement marquée en pied de tronc, et plus on monte et plus l'écorce devient lisse, plus l'arbre prend de l'altitude. Donc on a là tout un travail architectonique qui excède d'une certaine façon le strict volume de la tour elle-même et qui va donner non seulement une relation particulière entre la tour et l'espace public, mais aussi qui va créer un atrium qui n'est pas un atrium, si je puis dire, à l'américaine, mais qui est un atrium qui, dans le sens où c'est pas l'atrium de la tour, c'est pas l'atrium dans lequel on va entrer pour accéder aux ascenseurs pour aller vers les étages de bureaux, c'est un atrium qui va au contraire se mettre en couverture d'un système de galeries souterraines. En effet, à Osaka, ça c'est le relief qui est créé par les jeux de façade. C'est j'en dis puisque l'image est visible, j'en dis un mot. En fait, c'est un mur rideau très simple. La seule chose que nous ayons fait, c'est de faire bouger certains panneaux les uns par rapport aux autres et de créer autour de ce léger déplacement. On parle de reliefs de 20 cm, de 30 cm, donc c'est des reliefs relativement peu importants qui créent des effets en termes, je dirais, de texture très 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 impressionnants. Donc, avec peu de mouvements et peu de moyens, puisque ce sont des choses qui sont relativement économiques, on arrive à créer justement ces effets de surface de façon, je dirais, cohérente aussi par rapport aux contraintes sismiques, antisismiques plus exactement, qui sont évidemment liées à ce type de bâtiment au Japon en particulier. Donc voilà un peu l'évasement, si je puis dire, en pied de tour, qui est un évasement, comme je l'évoquais et comme on le voyait sur la coupe, de ce volume d'un atrium qui va créer un lieu que les Japonais appellent rendez-vous en français, et qui va permettre d'introduire la lumière naturelle dans le sol et donc mettre en scène une espèce de place intérieure qui est constituée par le carrefour de plusieurs galeries souterraines. En effet, on a à Osaka un réseau important de galeries souterraines qui relient les transports, en particulier la gare avec les grandes tours qui se trouvent autour et qui permettent de circuler lorsqu'il fait froid en particulier, mais à tout moment dans ce réseau souterrain. C'est un réseau souterrain complètement habité par le commerce, les restaurants. C'est pas du tout un réseau souterrain comme nos métros où ce sont des couloirs. Il y a là des galeries habitées, vivantes, avec des milliers de personnes qui circulent dans toutes les directions. Et donc, le propos, c'était d'aller dans le sol
et que ce sol soit aussi un territoire de ressources, j'y reviendrai plusieurs fois ce soir, un territoire de ressources pour faire vivre, si je puis dire, l'ensemble des fonctions qui se trouvent non seulement dans cet épiderme, dans cette épaisseur du sol, mais aussi dans les premiers étages de la tour. Le dessin que vous avez ici est un dessin assez particulier, parce que il correspond à des alignements, ce qui n'est pas forcément une règle urbanistique très prisée en Asie et en particulier à Osaka, dans ce quartier. Et donc on a reconstitué des alignements qui suivent donc le tracé des voies et qui permettent aussi d'élargir les trottoirs, ce qui est là aussi un geste très très engagé du point de vue du client, car le mètre carré vaut extrêmement cher, comme vous pouvez l'imaginer, et donc le fait de céder des mètres carrés de la propriété privée pour qu'ils deviennent mètres carrés de trottoir public est aussi un geste non négligeable en termes d'organisation et de positionnement de ce bâtiment dans son inscription sur le sol. Voilà une image de l'intérieur avant que les galeries soient ouvertes. Elles sont un petit peu murées, c'est avant l'achèvement de cet espace. On voit la mise en place de la lumière naturelle. On voit aussi un travail avec du verre imprimé qui, à partir d'images de forêts japonaises, où il y a là aussi cette évocation de la nature, ou la mise en place d'une nature représentée évidemment artificielle dans le bâtiment lui-même, comme un prolongement en fait et culturel et poétique par rapport aux attendus et à la culture de cette société d'assurance vie. Une image qui date des années 60. Là, nous sommes à Paris. C'est la construction du front de Seine, donc ce groupe de tours que vous connaissez près de la Tour Eiffel. Vous voyez donc l'investissement colossal dans la partie du sous-sol, avec petit à petit des murs qui vont s'édifier les uns à côté des autres afin que chacun soit bien chez soi, que sous le bâtiment on ait bien ses propres parkings et avec un mur de limite, un autre mur du voisin qui va en construire, etc. Et comme ça on stérilise parfaitement tout cette substance qui aujourd'hui devient une substance tout à fait intéressante et d'actualité, puisque on a de moins en moins besoin d'espaces de stationnement, on a de plus en plus besoin d'espaces qui sont des lieux hybrides ou particuliers pour y installer des fonctionnements ou bien des certains types de stockage, en particulier des databases, à proximité donc des bâtiments et des lieux de vie. Donc ce sous-sol qui était complètement muré et séparé, si je puis dire, avec une certaine violence de construction, c'est en fait un registre qui devient de plus en plus intéressant. Et dans les programmes qui se développent aujourd'hui, le premier niveau de sous-sol est de plus en plus un élément de réversibilité. On peut y mettre des voitures aujourd'hui, mais on sait très bien que dans quelques années, et même peu d'années, ce sont des niveaux qui vont être très très en relation avec les fonctions qui se trouvent en superstructure des bâtiments. Quelques images utopiques de villes réseau en verticale, mais aussi par exemple cette maquette du projet coréen de l'université de Ewha. En fait, cette maquette représente exactement le projet. C'est-à-dire que on est dans un système de bâtiments réseau. On voit la partie centrale qui est le creusement de cette vallée dans une topographie reconstituée d'une colline. Les liaisons verticales, les liaisons horizontales dans le bâtiment lui-même, mais aussi du bâtiment vers les bâtiments existants avec ces pastilles bleues qui sont en périphérie. Et donc on est là dans un système de représentation architecturale totalement différent. C'est-à-dire que la notion du dessus, du devant, du derrière, de la façade, etc. n'est plus
ou ne sont plus ces éléments suffisants pour rendre compte en fait de l'architecture. L'architecture est tout à fait au-delà du système de représentation tel qu'on l'a connu jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on entre dans des perceptions et des modes de représentation de ces perceptions qui sont totalement nouveaux, qui sont plus complexes, mais qui sont aussi beaucoup plus jubilatoires, si je puis dire, du point de vue de leur développement, non seulement par rapport à des situations existantes, mais par rapport évidemment à des situations futures et souvent qui s'accrochent à des situations existantes. Alors, par rapport à cette approche en ce qui concerne le sous-sol, on a cherché un nom. Parce que si on appelle ça souterrain, underground, sous-sol, basement, etc., on est aux cours anglaises. On est dans un registre qui est un registre assez inquiétant et qui est souvent disqualifiant pour ces lieux. Alors que la démonstration que l'on commence à faire et qui se met de plus en plus en place, c'est une démonstration que ces lieux ne sont pas du tout des lieux d'exclusion, et ce n'est pas des lieux qui sont séparés de la partie aérienne, mais ce sont des lieux qui fonctionnent justement bien en relation organique, physique, avec justement entre superstructure et infrastructure. Donc on appelait notre travail groundscape, un peu à l'image de landscape, c'est-à-dire le paysage du sol. C'est donc un dispositif qui va considérer le sol comme un matériau. C'est pas en fait un travail tout à fait innocent par rapport à l'ensemble des projets que j'ai pu réaliser, pas seulement construit, parce qu'on en construit beaucoup moins évidemment qu'on en pense et qu'on en dessine. C'est-à-dire que sur peut-être 700 projets, ou même plus que 700 projets conçus sur une trentaine d'années, le groundscape, c'est-à-dire ces projets qui sont incrustés dans le sol, représentent peut-être 10% de la production. Donc c'est relativement peu. Par contre, dans ces 10%, beaucoup ont été construits et souvent des grands projets très manifestes, si je puis dire, de ce type d'inscription. Toujours est-il qu'ils sont nés d'une critique assez violente sur la question du mur et la question de la séparation et de l'autorité de l'architecture en termes de séparation. C'est-à-dire que les murs, on en a besoin pour nous protéger, mais dans le même temps qu'ils nous protègent, ils nous séparent. Et donc cette espèce d'absence de dialectique est quelque chose qui renvoie l'architecture à son académisme et à une culture, je dirais, classique d'une certaine façon, qui aujourd'hui n'est plus opératoire par rapport aux besoins et aux réponses qu'on attend de l'architecture d'une façon générale. Donc cette séparation liée au mur, à la verticale, donc, est une séparation que l'on retrouve avec le sol. Et donc l'idée est de poursuivre cette critique de la séparation avec justement la notion de sol comme étant un matériau, c'est-à-dire un élément sur lequel ou à partir duquel on va pouvoir travailler avec, on voit ici un certain nombre d'images où il y a vraiment des architectures, si vous voulez, qui peuvent se développer dans le sol, des références artistiques. Celle-ci est absolument célèbre et pour moi très très importante, le travail de Michael Hauser sur justement la perception et la perception du plein, de la présence, du vide, etc. Et qui entraîne d'une certaine façon en écho le travail qui a été fait ici en Corée, donc pour la création de ce que l'on appelle le Campus Center de l'université féminine d'Iwa. Iwa, ça veut dire en coréen fleur de poirier. Cette université, vous en avez ici une partie du campus. Il y a 25 000 étudiantes. Le campus est très important. Il se développe, ça c'est, je dirais, la partie basse du campus. Il monte sur une petite montagne. À Séoul, il y a beaucoup de collines, de petites montagnes dans la ville. Et les quartiers montent sur les flancs de ces collines et laissent en général la partie haute en végétation et en forêt, disons, naturelle.
Voilà la situation donc de ce campus avec historiquement un petit pont que vous avez là. C'est le pont historique qui passe sur la voie ferrée et qui connectait le campus à la ville. La légende veut que lorsque les étudiantes passaient sur ce pont et qu'elles étaient prises dans un panache de fumée, à ce moment-là, évidemment, ça allait porter chance, paraît-il, pour leur succès, disons, pour les examens. Donc, cette colline qui constituait un peu la partie végétale et naturelle d'entrée a été singulièrement modifiée puisqu'il y a là un parking, puis un ensemble sportif d'entraînement, un petit stade en terre battue, et puis vous voyez autour un ensemble de pavillons, ça continue dans toutes les directions. C'est donc une surface très très importante, si je puis dire, un territoire important dans la ville. Le sujet qui était posé, c'était en fait la réalisation d'un ensemble relativement important puisque ça représente 100 000 mètres carrés, donc c'est une offre importante en termes de centre pour le campus et qui devait avoir comme objet et objectif de créer un lieu qui soit un lieu je dirais de point de rencontre et un lieu à l'usage de l'ensemble des étudiantes et du corps professoral. Et l'idée a été de proposer de construire un paysage et de ne pas construire un bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, à peu près, c'est le moment où a eu lieu le concours international. La proposition que j'ai faite, c'est exactement celle que vous voyez sur cette image, c'est-à-dire ne pas construire de nouveaux pavillons à l'entrée du campus, mais plutôt de réaliser donc un paysage qui viendra non seulement ressouder les éléments de paysage qui existent sur ce campus, mais aussi prolonger le tissu urbain du quartier par cet espace creusé dans la colline. Cette colline, elle n'est pas, comment dirais-je, venue de nulle part, puisqu'en fait, elle existait. C'est-à-dire qu'on a reconstitué la topographie originelle du campus et on a travaillé dans cette topographie. Alors, le sujet est un sujet évidemment assez excitant parce que c'est un sujet très politique dans la mesure où cette université est une université féminine. C'est une université ancienne. Elle a fêté ses 125 ans il y a 2-3 ans. Et donc, qui a été créée par une missionnaire américaine qui s'était mis dans la tête d'éduquer les concubines de l'empereur. Donc, l'origine est une origine culturelle, d'éducation, mais c'est aussi une origine religieuse puisque cette université est chrétienne. Donc ça ne veut pas dire catholique, mais ça veut dire plutôt, je dirais, vu de chez nous, protestante avec quelques éléments de chamanisme qui viennent graviter autour, enfin un peu de cette base protestante. Donc on a là un staff qui est un staff de chairwoman, il n'y a pas de chairman, le conseil de l'administration est composé que de femmes, et ces dames sont très très clairvoyantes puisqu'elles ont imaginé d'organiser cette consultation pour retrouver un lieu de sociabilité, un lieu d'échange, un lieu nourricier d'une certaine façon en termes de racines pour leurs étudiantes. Pourquoi ? Parce que en fait, la mission de cette université, c'était de produire des jeunes filles extrêmement bien éduquées. Le niveau de l'éducation fait partie des rankings des universités américaines, mais aussi des jeunes filles vierges. Et donc, ce campus était complètement entouré de voies ferrées, de murs, etc. Et il y avait un maintien de la population sur le site du campus. Ces jeunes filles, comme vous voyez, sont des jeunes filles modernes. Aujourd'hui, elles suivent leurs cours et une fois les cours finis, elles n'ont de
cesse que de fuir ou de quitter le campus pour aller vivre leur vie dans la ville. Et donc ce lien très particulier a été perdu. Et le principe de ce projet, c'était d'offrir justement à ces étudiantes des lieux pour qu'elles puissent rester sur le campus, soit en arrivant, soit avant de partir, et de développer une vie estudiantine, une vie spécifique à l'université, pour l'université. Et donc, sur ces milliers de mètres carrés, il n'y a aucune salle de cours. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques, il y a des restaurants, des fitness, il y a des cinémas, des chapelles, des bibliothèques, 200 salles pour les associations des étudiantes, des centres de formation de langue, etc., etc. Donc il y a un ensemble de services qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour la plupart, et qui crée en fait un lieu de référence et un lieu d'inscription d'une certaine façon pour ce campus. Tout ceci n'est pas dénué d'une certaine idée de commerce, car en fait ces universités sont des universités privées, elles sont dans une compétition par rapport aux autres, et évidemment IWA offre là une dimension tout à fait et une offre très très particulière, plus exactement, qui lui permet d'attirer de plus en plus d'étudiantes, de plus en plus de professeurs, et donc de développer aujourd'hui un ensemble hospitalier universitaire, etc. Donc il y a là une stratégie de développement. Et il faut dire qu'il y a 10 ans, c'était une mission totalement impossible ou improbable qu'en Asie, un client asiatique choisisse un projet où il n'y a pas de bâtiment. En effet, il y a une dizaine d'années, d'abord le développement durable, ça n'intéressait personne en Asie. Aujourd'hui, ça les intéresse un peu, mais ça va doucement. Et aussi, ce qui les intéressait, c'était d'avoir un bâtiment le plus gros, le plus grand, le plus brillant. Voilà, c'est comme sur l'étagère, on prend l'objet qui est le plus attractif, et c'était le type de commande, si je puis dire, qui était prisé en Asie. Le fait que et c'est parce que c'est effectivement une commande d'une université. Le fait que soit choisi un projet qui ne mette pas en scène l'architecture, mais plutôt qui fait un travail de révélation, de reconstruction d'un site géographique originel, il y a là déjà un dispositif, tout au moins une attente, une volonté du client très particulière. Aujourd'hui, ce bâtiment est un bâtiment de référence en Asie, de par ses capacités et ses performances du point de vue du développement durable, puisque lorsque dans les prévisions initiales, il avait été envisagé plus de 2,5 millions de dollars de coûts d'énergie annuels. Le bâtiment en consomme à peine 800 000, donc on est 4 fois moins énergivore, si je puis dire, que les prévisions d'un bâtiment en superstructure. Mais aussi, on a des qualités par rapport au typhon. On récupère l'eau qui dévale des collines, par rapport au tremblement de terre également. Donc, il y a là tout un dispositif qui est un dispositif qui a été étudié avec des ingénieurs allemands et qui, aujourd'hui, a consacré ce travail comme étant un des éléments, un des lieux de référence en termes de développement durable. Toujours est-il qu'il a, au-delà de ce type de performance, ce projet a plusieurs aspects qui sont extrêmement, comment dirais-je, en termes d'expertise, qui sont extrêmement efficaces. D'abord, la question de la reconstitution du paysage, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure.
avec la présence et l'absence du bâtiment. Ce que l'on voit ici, et on le verra tout à l'heure, l'ensemble des façades sur la longueur de la vallée, qui fait un peu plus de 250 mètres, disons, est complètement rigidifié par des éléments métalliques qui rigidifient une façade vitrée. Donc on a l'entrée de la lumière, ce qui est un thème aussi de la présentation de ce soir, pour éclairer ces espaces qui se trouvent sous le sol. Également, cette organisation prend acte du tracé des promenades, des allées du parc autour et vient se connecter et les prolonger de part et d'autre de cette vallée. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat d'une longue discussion avec l'université qui a duré 2 ans à peu près, et qui voulait absolument que soit dessiné un jardin à la française, comme ils avaient choisi un architecte français, ils voulaient absolument que ce soit un jardin à la française, alors que nous, notre position était de travailler avec les jardiniers de l'université pour reconstituer un jardin qui soit en écho, si je puis dire, au campus tel qu'il est aujourd'hui. Et petit à petit, même si vous voyez tout ça est quand même très taillé, travaillé, mais ça c'est tout à fait dans l'esprit de la culture en Corée, au Japon, entre autres. On est dans une définition d'un paysage qui est un paysage qui ne fait pas abstraction si je puis dire, de son environnement. Voilà la vision de nuit. Où l'éclairage vient de l'intérieur du bâtiment, de ses coursives, on verra tout à l'heure un peu la profondeur, si je puis dire, ou l'épaisseur du bâtiment. Et donc on a une transformation presque liquide de la façade par rapport à la journée où le travail est beaucoup plus structuré, presque comme une roche taillée. Ce qui permet, ce que permet cet espace, c'est effectivement une notion d'espace public qui n'est pas une notion très développée en Asie. Avec Osaka tout à l'heure, c'était la même stratégie, mettre en place des lieux publics qui soient des lieux d'échange entre les différents modes d'usage et modes de vie dans les quartiers. Ici, par exemple, un festival de cinéma, des concerts. Il y a donc des événements que la vallée accueille de plus en plus. Également des rencontres avec d'autres universités, car il y a un grand creusé dans le sol, comme on l'a vu tout à l'heure rapidement dans la coupe, un grand théâtre qui permet d'organiser des congrès et des conférences. Donc c'est un lieu qui vit en permanence avec l'université elle-même, mais surtout avec la ville autour, et qui donne une extériorité au campus et lui-même. Avec, voilà, ça c'est une coupe où les petits éléments bleus, ce sont la façon de récupérer l'eau, de la stocker, de la redistribuer. On est tout à fait dans la philosophie allemande qui, effectivement, depuis des années, cultive toutes ces stratégies avec des dispositifs qui sont des dispositifs extrêmement simples que nous connaissons nous-mêmes, comme les puits canadiens que vous avez ici sur le côté. Le sol, c'est plutôt du rocher, et ça représente quand même à peu près 800 000 mètres cubes, cet ensemble. Donc il a fallu creuser beaucoup dans le rocher. C'est pas facile, mais par contre, ça a l'avantage d'être stable. C'est-à-dire qu'on a, en termes de stabilité des terres par rapport au bâtiment lui-même, on a bien sûr des dispositifs, mais qui sont relativement faciles à mettre en œuvre. Et donc, on construit cette espèce de caisse, si vous voulez, en béton, et qui est distante d'un mètre, un peu plus d'un mètre, de la paroi rocheuse. Et on va utiliser sur toute la longueur, c'est-à-dire 250 mètres d'un côté, 250 mètres de l'autre côté, cet espace
comme un puits canadien. Et donc, lorsqu'il fait moins 15 en fin janvier à Séoul, eh bien, le froid va se réchauffer naturellement au contact de la roche, qui est sensiblement à 12 degrés, qu'il fasse chaud et qu'il fasse froid. Et puis, arrivé en bas, on va lui donner un petit coup de réchauffement pour le pulser dans les différentes salles et de façon à avoir de l'air à température. L'été, c'est exactement l'inverse. On est plutôt à 30 jusqu'à même 40 degrés, avec donc un refroidissement naturel de l'air et un léger coup de froid pour lui donner la bonne température afin que l'ensemble soit rafraîchi. Donc il y a là un ensemble qui est extrêmement simple, dont il n'y a pas beaucoup d'entretien et qui fonctionne naturellement, si je puis dire, au gré des saisons. Et donc vous voyez que le trou est pas négligeable. Et c'est un petit peu l'architecture, encore une fois, à l'envers, puisque plus on construit, moins on voit le projet, quoi. Alors que d'habitude, plus on construit, plus le projet apparaît. Et donc, c'est effectivement il y a un travail un petit peu didactique avec le client et son entourage, de façon à ce que cette disparition, si je puis dire, du projet soit parfaitement comprise et assumée. Et puis ensuite, parce que là, on va recouvrir l'ensemble de polystyrène ou d'isolant, mais sur des épaisseurs non négligeables, de 2 à 3 mètres par certains endroits, et ensuite une couche de terre, 1 mètre à 1 mètre 50, qui va venir couvrir l'ensemble. Donc on a pourquoi on met du polystyrène en telle épaisseur, c'est pour que le poids de la terre soit entre guillemets possible, donc relativement faible, afin que les structures en dessous soient raisonnables. Et en plus, évidemment, ça nous crée un bouclier thermique de première qualité et donc une inertie très très importante en ce qui concerne évidemment le projet. Donc des références artistique toujours et de prise de possession de surface, comme on l'a vu tout à l'heure, ou de lieux ici avec Richard Long, et une évocation avec le projet de Berlin, qui est un projet pour moi très très important, parce que c'est le projet que je gagne en 93, donc la bibliothèque s'achève en 95, et on démarre ce projet de Berlin en parallèle, si je puis dire, de l'achèvement du projet de la bibliothèque, avec un dispositif pratiquement inverse, puisque dans la bibliothèque, la nature est au cœur du système. Ici, la nature entoure les halls de sport, et donc l'architecture est au cœur plutôt de cette prairie très berlinoise, vous voyez, qu'on laisse pousser, on tombe 2 fois par an, on fauche, parce qu'on ne tombe plus avec des hauteurs pareilles, et puis on a planté presque 500 pommiers qui vont plus ou moins bien, qui viennent de France pour certains, d'Allemagne pour d'autres. Toujours est-il, l'idée c'est d'offrir à cet endroit un verger au milieu duquel seront construits les 2 grands halls, le rond et le rectangle. Le rond, c'est le vélodrome. Le rectangle, c'est la piscine. Vous voyez, avec un énoncé comme ça, vous êtes architecte, vous avez fait le job, c'est bon. Et après commence vraiment la vraie vie, avec des prises de position politiques très radicales, puisque ce projet a été gagné dans le cadre de la candidature de Berlin pour les Jeux Olympiques. L'idée, c'était justement de ne pas construire des bâtiments sportifs visibles ou dans un dispositif urbain tel que existe le stade de 36 de l'autre côté de la ville, qui a été, comme vous le savez, qui a accueilli les Jeux nazis en 1936. Là, le dispositif est exactement inverse. C'est d'offrir un lieu public, cet espace vert, ce jardin, ce verger, en relation directe avec les voies ferrées. On a refait la gare, etc. Enfin, il y a tout un travail de connexion entre les transports en commun et les bâtiments eux-mêmes, et une disparition de ces grands volumes dans le sol, avec là aussi des dispositifs du point de vue de la durabilité importants, puisque en Allemagne,
vous isolez les fondations. Ce qui en France serait une idée assez saugrenue. C'est-à-dire que là, on construit à peu près à 18 mètres de profondeur. Eh bien, toutes les fondations sont isolées. Donc, vous voyez, ça représente un investissement important. En France, évidemment, les mentalités évoluent. C'est-à-dire, en France, on chauffe quand on a besoin, on refroidit lorsqu'on a besoin. Un vélodrome qui sert aussi de salle de concert, on la préchauffe ou bien on la refroidit suivant les saisons. Mais c'est tout à fait, je dirais, lié à l'événement. Alors que dans le cadre de ce vélodrome, ils ont chauffé une fois. C'est-à-dire ils l'ont mis en température et depuis, avec les événements, ils gèrent la stabilité, si je puis dire, de l'équipement du point de vue donc au moins du chauffage. Pour la piscine, c'est tout à fait différent. Là, il y a des systèmes qui sont évidemment beaucoup plus liés au grand bassin et puis à tout un type d'ambiance. Mais c'est pour vous donner un peu les approches qui sont assez diamétralement opposées, même si aujourd'hui tout ceci converge petit à petit vers des stratégies relativement communes. Donc le projet est un projet d'union. Le mur est tombé. Nous sommes là à l'est de Berlin. Il y a des différents quartiers qui étaient relativement désunis les uns des autres. L'avenue le long de laquelle on construit s'appelait Lénine-Allée, c'est-à-dire si vous allez tout droit, vous arrivez sur Moscou. Donc le message est assez clair. Aujourd'hui, ça s'appelle Landsberger Allée, c'est assez différent. Toujours est-il que la volonté, c'est grâce à cet investissement public, c'est de créer du lien et d'offrir de l'espace public. C'est vrai, comme vous l'avez vu à sa façon pour l'université, c'est éminemment vrai, on y reviendra tout à l'heure, pour la Bibliothèque nationale, où il y a là une offre d'espace public important dans le cœur d'un quartier en devenir. Donc Berlin, c'est ce dispositif très très engagé politiquement de non-présence, ou tout au moins d'une architecture qui n'a pas cette présence ou cette prise de position en termes de visibilité, en termes de perception et également en termes d'expression par rapport à un système urbain de la reconstruction, entre autres de la reconstruction critique à Berlin. Et vous voyez là quelques coupes avec les systèmes de descente par rapport au verger en pente douce. Toujours une référence à la lumière, référence très très importante parce que ça permet de faire flotter d'une certaine façon ces toitures métalliques. Le vélodrome en particulier, voilà, vous avez l'anneau du vélodrome, c'est à peu près 5000 tonnes d'acier. Donc c'est un toit qui est de 140 mètres de diamètre, sans porteur intermédiaire évidemment, et c'est un système plutôt de grue qui tire la structure circulaire et qui lui donne cette espèce d'idée iconoclaste de l'architecte, c'est-à-dire de construire une charpente métallique sans pente, puisque le dessous est plan et le dessus est plan. Donc c'est par définition, c'est un truc qui marche pas du tout du point de vue de la statique, puisqu'il faut renvoyer les efforts vers le sol, et donc en général les efforts ils suivent la forme de la charpente, et c'est pour ça que les charpentes sont inclinées comme ça et qu'elles envoient gentiment et naturellement les efforts vers le sol. Par contre, l'effet en termes de perception est très saisissant, aussi grâce au cercle de lumière, c'est-à-dire que vous allez sous cette charpente, ou comme vous le voyez ici, il y a un effet d'apesanteur, c'est-à-dire que vous ne sentez pas du tout le poids du toit, vous avez plutôt un effet de flottement, si je puis dire, de cette charpente par rapport donc au sol et d'une certaine façon son indépendance par rapport au travail beaucoup plus incrusté du vélodrome qui a depuis longtemps abandonné son usage de vélodrome. C'est vrai pendant les 7 jours de Berlin, qui sont toujours une fête populaire très importante, mais en dehors de ça, il y a des concerts et d'autres événements, dont récemment les réfugiés qui sont arrivés à Berlin ont été installés dans le vélodrome de Landsberger Allée. La question de la lumière, on l'évoquait tout à l'heure, est une question évidemment essentielle, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant et c'est ce qu'on développe à l'école polytechnique avec les étudiants, c'est-à-dire que pour arriver
à utiliser le souterrain comme un lieu de ressources, il faut deux éléments essentiels. Il faut du vide et il faut de la lumière. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir bouger, c'est vrai pour nos bâtiments aussi, et il faut de la lumière, c'est vrai pour nos bâtiments aussi. Et donc, en fait, le vide et la lumière sont les deux composantes, les deux matériaux, les deux éléments qui sont constitutifs de l'architecture et donc de la vie au sein de l'architecture elle-même. Donc, la lumière, c'est un travail qui se développe, je dirais, sous différents aspects, et ça nous oblige, dans le bon sens du terme, à mettre en place des mesures et des systèmes de perception qui sont pas forcément liés au calcul stricto sensu de la pénétration de la lumière dans le bâtiment. Vous avez ici les galeries qui longent la vallée de l'université, où il y a tout un travail de raidisseurs extérieurs qui sont en inox polymiroir et qui vont conduire la lumière, ou tout au moins la faire pénétrer de façon plus intense à l'intérieur du bâtiment. Également, le travail sur la lumière, c'est la réalisation de parois transparente avec ce jeu de brouillard de façon à ce qu'il y ait une forme d'intimité ou tout au moins de flou et ceci va se développer sur plusieurs épaisseurs. Il y a la façade extérieure, la première façade de la salle, la deuxième façade de la salle, il y a un couloir, une autre façade, jusqu'à des pièces qui sont encore, je dirais, comme on dirait ici, en deuxième, troisième jour, quatrième jour. Et ce qui est très intéressant, c'est que les fonctions et les usages s'adaptent à ces situations. C'est-à-dire que les étudiantes investissent les parties qui sont les plus obscures justement pour des lieux où elles peuvent faire vivre leur salle pour leurs associations. Certaines y dorment aussi. C'est-à-dire comme il y a une vie permanente de cet ensemble, il y a effectivement des modes d'usage qui sont aussi de vivre et d'y travailler d'une certaine façon. Et donc ces strates sont parfaitement d'une certaine façon gérées par leurs utilisateurs ou utilisatrices en l'occurrence, de façon à ce que cette substance soit complètement viable. Voilà, ça c'est par exemple un travail que l'on a fait pour recouvrir des éléments de contrefort avec des plaques d'aluminium. C'est un travail qui rend hommage à un artiste qui s'appelle Do, qui est un artiste coréen, qui travaille beaucoup sur le textile. Il a fait des robes absolument magnifiques, uniquement avec les plaques des officiers américains, qui évidemment, ils sont moins nombreux aujourd'hui à Séoul, mais qui étaient très nombreux durant la guerre et évidemment aussi après la guerre. Donc il y a là ce travail de ces éléments qui conduisent la lumière. Et ce que vous voyez ici, c'est un Starbucks qui est au pied du Sunken Garden, donc à 20 mètres de profondeur. Là, nous sommes à 20 mètres de profondeur. Et donc on voit que on a beaucoup de travail à faire du point de vue psychologique et en termes de perception. Car l'idée, c'est évidemment pas de faire vivre les gens dans le souterrain ou d'habiter dans le sous-sol, c'est d'utiliser cette épaisseur comme un lieu de prolongement de nos vies et de nos intensités en termes d'usage. Voilà, des vues de part et d'autre. Donc, même chose pour la bibliothèque, où là aussi, la notion de sol est évidemment très développée, puisqu'on ne peut plus parler d'un sol au singulier, mais de plusieurs strates qui se développent aussi bien au niveau de l'esplanade qui domine la Seine, qui domine le quai, qu'au niveau du quai lui-même ou au niveau des salles de lecture, avec la mise en place d'un espace naturel, disons. Moi, je considère que c'est plutôt une nature artificielle, puisque nous l'avons construit comme un bâtiment, mais vous voyez la pénétration de la lumière. Et d'ailleurs,
certaines personnes, pas une mais plusieurs, m'ont fait des compliments parce que d'avoir conservé le morceau de jardin et construit la bibliothèque autour. Vous voyez comme quoi l'histoire fait bien son travail et que ceux qui n'ont pas vécu l'épopée des polémiques ont une perception tout à fait différente de cet ensemble et ont surtout une perception qui n'est pas une perception de souterrain, bien qu'il y ait 200 000 mètres carrés d'incrustés dans le sol. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un immense ensemble incrusté dans le sol. Et donc, au cœur de celui-ci, on a donc ce morceau de forêt qui pose la question de la relation avec la nature. J'ai été haï, je pense que ça dure encore tant qu'à faire, par beaucoup de paysagistes, pas tous, le regretté Pascal Cribier qui vient de nous quitter, lui n'avait pas du tout ce point de vue. Toujours, il avait d'ailleurs une autre relation à la nature. Si vous avez lu l'article dans Le Monde, on comprend très bien le positionnement de Pascal par rapport à ce travail presque architecturé sur la nature et qui construit une nature qui donc, par définition, est d'une certaine façon une nature artificielle. Donc on a là la mise en œuvre d'un jardin de l'Éden, mais qui a donc cette dimension, qui est la transcription d'une certaine façon plus ou moins fidèle d'un morceau de forêt d'Île-de-France, que l'on a construit arbre après arbre, que l'on a planté avec des grues. Donc on l'a bâti, ce jardin, comme on bâtit un bâtiment, avec des engins, avec des modes de construction, comme on édifie nos édifices par ailleurs. Et là, ce travail, disons, et c'est surtout intellectuellement, est quelque chose qui devient de plus en plus une évidence, c'est-à-dire que le fait que nous connaissions aujourd'hui l'ensemble de la surface de la planète, nous sommes dans un regard et une lecture psychologique et intellectuelle complètement différente de tout ce que l'humanité a connu. Le XXe siècle a construit à lui seul plus de mètres carrés sur la planète que pendant les 20 siècles précédents. Donc déjà, ça modifie la donne. On est quand même sensiblement plus nombreux, beaucoup plus nombreux en termes de population sur la planète. Et aujourd'hui, on connaît l'ensemble de la géographie de la planète. Donc nous sommes dans un monde fini. Et donc ça veut dire que la nature n'est plus naturelle, puisqu'il n'y a plus d'endroit à conquérir, et on ne peut pas prendre un galion pour aller faire un petit tour, parce qu'on est un peu trop à l'étroit sur son territoire national ou royal, où l'empire est un peu juste. Donc la question se pose tout à fait différemment par rapport à la nature, et donc par rapport à nous-mêmes et l'avenir que nous avons dans le développement de l'humanité. C'est-à-dire que les ressources sont des ressources qui sont intérieures. C'est-à-dire il faut qu'on trouve à l'intérieur de nous-mêmes, au sens psychologique, culturel, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes au sens du territoire, des ressources qui vont permettre d'arrêter l'extension des métropoles. C'est un sujet qui certainement deviendra de plus en plus apparent, de plus en plus politique aussi, c'est-à-dire de définir un périmètre au-delà duquel la tache d'huile, ça arrête de se développer. Bon, évidemment, politiquement, c'est pas forcément très cool pour les politiques, parce que en général, c'est plutôt facile de dire à son copain, écoute, voilà, je te trouve un terrain un peu à l'extérieur, mais voilà, comme ça tu vas pouvoir organiser ce que tu veux. C'est plus facile de dire oui que de dire non pour un politique globalement. Donc l'extension des métropoles, c'est aussi évidemment une position et une vision politique du territoire dans lequel nous vivons, qui est un territoire qui plus s'étend, plus il est évidemment cher, plus il est difficile à gérer, plus l'exclusion évidemment se met en place, et aussi la métropole se fatigue, les grandes métropoles, c'est crevant pour tout le monde, et une métropole heureuse, c'est plutôt une métropole dans laquelle on ne se déplace pas, c'est-à-dire une métropole plutôt où les lieux sont plutôt de proximité par rapport à leurs habitants. Et donc cette notion d'échelle urbaine
est quelque chose qui est tout à fait essentiel, enfin qui devient de plus en plus importante, parce que c'est pas seulement de parler de grands bâtiments, ça a un côté d'une certaine façon un petit peu dépassé. C'est plutôt de réfléchir à la question justement d'un développement systémique de toutes les parties de la métropole, bien sûr en hauteur, certainement en hauteur, mais aussi par rapport à ces développements, comme je l'évoquais tout à l'heure, au niveau de l'épiderme. Et donc, il y a là une relation nouvelle aussi qui permet de mettre en place des espaces publics d'un autre type qui sont plus riches et sont plus complexes, plus vivants aussi. On a là deux croquis qui sont des croquis de parallèle entre la coupe sur la Bibliothèque de France, où on voit très bien qu'il y a différents niveaux de sol. Et ici, le projet de la Piazza Garibaldi, avec la mise en place donc du métro, qui va permettre de créer là aussi plusieurs niveaux de sol, et donc un espace public plus partagé, mais aussi plus connecté à son environnement. Donc l'esplanade ici, le jardin, les rues de la Piazza Garibaldi, et en contrebas, vous voyez sur cette image, cette grande galerie que l'on a creusée à ciel ouvert, dans laquelle on a planté ces grands arbres en métal avec des tissus qui donnent de l'ombre, car à Naples, le sujet c'est plutôt le soleil que la pluie. Et vous voyez sur cette petite coupe le double deck, ces deux niveaux qui vivent ensemble de façon très je dirais en relation directe visuellement. Et cette galerie met en valeur, comme on le voit sur cette image, l'architecture existante de la Piazza Garibaldi, et sans la dénaturer, bien au contraire, car d'une certaine façon, elle va la révéler. Donc, il faut passer d'un niveau à l'autre, ici avec ce type de dispositif, là à Garibaldi, avec donc un travail très de réseau sur une première épaisseur de sol qui va permettre d'une part de réduire la profondeur d'accès vers la station de métro, puisque la station de métro se trouve à une quarantaine de mètres de profondeur, mais il y a aussi de part et d'autre des boutiques et des cafés et des restaurants qui s'y installent. Il y a une gare de RER à droite, là nous arrivons de la gare de chemin de fer, il y a aussi des liens en dessous entre la gare de haute vitesse, et donc petit à petit se met en place autour de ce système un prolongement, une extension des espaces publics et des lieux qui sont des lieux d'échange et de connexion entre les transports. Vous voyez que la lumière est présente absolument tout le temps. On aurait pu aussi faire un tunnel direct de la gare jusqu'au métro. Là, le sujet est très différent. C'est un sujet de stratégie urbaine. Voilà une vue de la Piazza Garibaldi il y a, je dirais, 5 ans à peu près. C'est une place qui se trouve, comme vous le voyez sur l'image, un peu en bordure de la ville historique. La mer se trouve ici à gauche, et donc derrière nous, enfin en bas de l'image, il y a la gare c'est Nervi qui en est entre autres l'auteur, et donc on a un système qui amorce en fait la seule possibilité de développement de la ville de Naples, c'est-à-dire vers la plaine, puisqu'elle est bloquée par les montagnes, elle est bloquée par la mer, et donc il y a là un territoire de développement de la métropole napolitaine. Parce que la place est une très grande place, presque 200 mètres de large, 450 mètres de long, c'est l'équivalent de la place de la Concorde, c'est donc un espace public gigantesque. Pourquoi ? Parce que au XIXe siècle, la gare se trouvait au milieu de la place. Elle a été détruite, et la gare moderne, si je puis dire, a été construite ici en rive de place. Donc cet espace est libre, et c'est l'espace de Gomorrah
Et donc, c'est le terrain de jeu sur lequel il y a à peu près, enfin il y avait, parce que maintenant la criminalité s'est réduite par la mise en place justement de l'ensemble de ces échanges entre les transports en commun et de l'aménagement urbain, à peu près 150 morts, entre 100 et 150 crimes par année. Je sais plus, là je pense que là c'est la mafia, là il doit y avoir les noirs, là il doit y avoir les jaunes, et donc ils se baladent là-dedans, ils font du trafic d'armes, ils se tirent dessus, enfin c'est assez impeccable. Et donc la volonté évidemment de la ville, c'était d'utiliser cette transformation urbaine pour évidemment qualifier ou requalifier la Piazza Garibaldi, mais aussi pour utiliser le chantier pour donc comment dirais-je, modifier le terrain de jeu de ces bandes criminelles et donc de petit à petit de pacifier cet endroit. C'est en route. Aujourd'hui, ce qui est réalisé, c'est cette grande galerie avec ici l'entrée du métro, le tramway, la gare, les connexions avec le RER. Ici, on est en train de planter beaucoup plus que cela dans le projet. La réhabilitation aussi de ce petit square avec la statue de Garibaldi. Et donc, il y a là une stratégie qui est une stratégie non seulement de mise en place d'espaces, enfin de lieux pour les transports, mais aussi une stratégie de modification et de pacification donc de ces espaces publics. Voilà, on voit le travail et la mise en place de ces arbres, entre autres, les différents accès, les vues du dessus, le prolongement donc de ce jeu d'ombre, aussi bien sur le sol, la toiture, la couverture, pour éviter qu'il ne pleuve dans le puits qui va descendre vers la gare. Voilà le puits de descente avec les systèmes donc d'escalator. Tout est en acier ou en polymiroir, et la lumière descend à 40 mètres de profondeur. Également, l'air naturel vient jusqu'au plus profond de la gare. Il y a quelques systèmes de ventilation, mais relativement peu. Et vous allez voir le travail que l'on fait maintenant à Paris, à 50 mètres de profondeur, où là, on est en ventilation naturelle, aucune ventilation mécanique, avec des perceptions tout à fait étonnantes. Et si vous levez la tête, vous voyez effectivement le ciel, un petit clin d'œil, mais en noir, de la céramique du métro parisien. Un travail tout à fait extraordinaire de Pistoletto, l'artiste italien, qui a, comme vous le savez, cet usage des miroirs peints, et il a donc utilisé deux fresques, enfin il a créé deux fresques de 40 mètres de longueur à peu près sur cette hauteur-là, sur le thème du voyage. Et donc vous voyez comment on intègre dans la peinture une vraie porte, et lorsqu'on arrive avec les escalators, on bute, si je puis dire, sur ces fresques. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Voilà la coupe donc du projet avec avec voilà les différents niveaux. Voilà le niveau de la Piazza Garibaldi, le niveau de la galerie, les descentes, l'arrivée au-dessus des quais, et donc l'ensemble du système qui est aujourd'hui en fonctionnement et qui est aujourd'hui relié à la gare de chemin de fer. Autre projet, celui-ci est en cours d'élaboration. Nous sommes au niveau du permis de construire. C'est une des gares du Grand Paris, le nouveau métro. Elle se trouve à Villejuif. C'est une gare importante parce que en fait, c'est le croisement de deux lignes de métro. Une ligne de métro qui vient du centre de Paris et une ligne de métro qui fait la nouvelle boucle extérieure de Paris. Donc il y aura en termes d'échange 80 000 personnes par jour qui changeront de métro ici, et d'autres qui évidemment viendront du quartier ou iront dans le quartier qui se trouve au pied du grand hôpital de Villejuif, avec quelques images pour montrer que ce que l'on peut regarder comme ça
en levant la tête, ça peut aussi bien être des espaces qui sont construits au-dessus du sol que des espaces qui se trouvent dans le sol. Voilà quelques références célèbres, Ponte Tower à Johannesburg. Donc il y a là des lieux qui sont des lieux tout à fait inouïs et que l'on peut tout à fait retrouver dans une situation de groundscape, c'est-à-dire dans une configuration où la ville va se prolonger verticalement, mais dans la quatrième dimension d'une certaine façon, pour créer une cinquième façade. Voilà ce que l'on voit ici, c'est le système de couverture et d'entrée de la gare, avec l'hôpital Gustave-Roussy, qui est, si vous le voyez, il se trouve au bord de l'autoroute A6, juste en entrant sur Paris. C'est évidemment un centre internationalement connu de recherche sur le cancer. 800 000 mètres carrés, entre autres, pharma et autres, vont se développer autour de cette cathédrale. Et au pied va être installée donc cette station de métro, avec deux corolles, une plus haute, là où les bus peuvent s'arrêter, qui a une relation, je dirais, avec plutôt le réseau de la mobilité rapide, et puis une autre plus basse, où on peut installer en face du parc. Là, on se trouve en partie haute. On a une très très belle vue sur une partie de la métropole parisienne, à l'ouest. C'est un peu comme un balcon, et on peut y installer marché et autres fonctions urbaines. Donc cette gare, c'est une structure métallique dans la partie de l'œil, si je puis dire, à l'intersection de ces deux disques, avec une membrane qui est transparente et qui est complètement ajourée de part et d'autre. On a tout un travail avec du tissu métallique qui permet de créer des fermetures un peu sous forme de grille, également des formes de toiture qui protègent du soleil et qui cassent la pluie. Mais tout ceci est parfaitement poreux par rapport à la fumée et à l'air naturel. Ce qui veut dire que tous ces espaces sont des espaces qui sont ventilés naturellement sans mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extraction d'air. La lumière naturelle descend à 50 mètres de profondeur. C'est en fait une gare de métro de plein air, telle qu'on peut la trouver dans d'autres endroits de la métropole. L'idée, c'est évidemment de faire descendre, si je puis dire, la ville sur les 2 ou 3 premiers niveaux. Nous sommes dans des discussions qui avancent tranquillement, c'est un peu lent, mais parce que les investisseurs de tout poil n'ont qu'une idée, c'est de mettre du commerce, pensant que dans la ville, le commerce est certainement la solution à tout, alors qu'en fait, on pourrait avoir quand même une partie de l'hôpital de jour qui pourrait être ici et connecté directement avec le grand hall de l'hôpital Gustave-Roussy, des services pour les étudiants. 2000 étudiants de CHU vont travailler sur ce site, d'autres services comme une petite poste, pourquoi pas, et puis des commerces, bien sûr. Et donc, si vous voulez, cette idée que l'épiderme ici soit un élément qui soit en relation avec le développement de ce nouveau quartier est quelque chose qui fait son chemin, mais qui de façon assez lente, mais on pense avoir un certain succès car ce type de travaux, évidemment, ne se réalise pas en un jour. Ensuite, la descente directe vers les quais, et puis l'usage du génie civil comme étant un élément d'architectonique noble, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à habiller, on ne cherche pas à couvrir, on utilise directement, si je puis dire, le design de l'infrastructure comme étant la base architecturale de l'édifice. Ce qui a évidemment des vertus en termes de dialogue avec les ingénieurs. C'est extrêmement reposant et même enthousiasmant de part et d'autre, et aussi du point de vue économique, puisqu'il n'y a pas de dépenses particulières, si je puis dire, en termes de finition sur ces éléments qui gravitent autour des descentes. Et comme vous le voyez là, l'usage, par exemple, ici, de ces plateformes, des quais de métro qui servent en fait
de grandes mezzanines sur lesquelles les gens peuvent passer comme ça d'un côté à l'autre avec toujours cette relation avec le ciel et avec la lumière. Donc la notion du réseau urbain, c'est exactement pas ce que vous voyez sur l'image, puisque sur l'image, c'est ce que nous connaissons. C'est-à-dire un ensemble pour plombier doctorants avec donc des tuyaux qui fonctionnent dans tous les sens, qui sont connectés entre eux, mais rien qu'entre eux, sans aucune réflexion ou relation par rapport à leur environnement. Même chose ici, même si l'image est évidemment beaucoup plus sympathique, quand on regarde bien, on ne parle que de transport, il n'y a aucun lieu de vie, c'est toute une espèce de superposition un peu paranoïaque des transports, les uns se connectant aux autres à tout niveau, mais il fallait en passer par là pour réaliser ce qui a été fait pendant le XXe siècle en matière de métro et autres transports en commun. Donc le skyscraper peut-être, les cités souterraines certainement. Voilà quelques images qui sont assez amusantes et qui montrent que la question du souterrain est bien vivante et depuis longtemps dans les utopies, dans les recherches, même dans les projets qui sont aujourd'hui presque incroyables, impensables, c'est-à-dire construire sous la Seine, comme l'a imaginé Paul Mémon, qui était un des architectes des Halles d'ailleurs, un des grands architectes de cette période, avec des dispositifs qui là sont des dispositifs un peu plus complexes, mais qui restent quand même inféodés à la question du transport. Et je finirai par cette image qui est un collage entre deux projets sur lesquels nous travaillons. En haut, si je puis dire, à partir du niveau du sol, la poste du Louvre, donc la grande poste de Paris, qui va être complètement restructurée, qui a été construite à la fin du 19e siècle par Julien Guadet. Donc un bâtiment tout à fait extraordinaire du point de vue de la conception, puisque la peau de pierre qui se trouve autour est une peau autostable, c'est-à-dire que toutes les modélatures que vous voyez sont vraiment des éléments de raidisseur de la façade, donc la peau a sa propre autonomie du point de vue constructif, et l'intérieur, ce ne sont que des charpentes métalliques, 100% métalliques, avec évidemment des capacités de flexibilité telle une usine d'aujourd'hui. Donc ce bâtiment qui est un îlot. Là aussi, c'est quelque chose de tout à fait particulier à Paris. C'est-à-dire que on n'est pas dans le parcellaire parisien où c'est une somme de constructions qui forment un îlot. Ici, c'est un seul bâtiment qui est un bâtiment îlot, à peu près de la dimension des bâtiments que l'on trouve à Soho, aux États-Unis, avec le même type de dispositif constructif, façade de pierre, structure métallique à l'intérieur. Et donc, la perspective, c'est de faire vivre 24 heures sur 24 cet îlot, avec évidemment la préservation des structures, la restitution de certaines d'entre elles même, mais aussi la protection de la poste, enfin tout au moins le guichet de poste célèbre de la poste du Louvre, également une partie de tri, mais aussi des bureaux, des logements sociaux, un petit commissariat, un hôtel sur le toit, une halte garderie, donc un ensemble complètement multifonctionnel pour eux, puisqu'on pourra traverser la poste du Louvre et donc passer d'une rue à l'autre, alors qu'aujourd'hui on en fait le tour de façon je dirais assez laborieuse, puisque le bâtiment est grand et en général les trottoirs sur ses abords sont évidemment peu fréquentés. Cette poste, elle est collée, si je puis dire, sur la gare de Villejuif que vous avez vue tout à l'heure, avec un prolongement très délibéré des fonctions dans cette partie basse de l'immeuble, et donc finalement une espèce de vision tout à fait réaliste de cette fiction qui assemble protection patrimoniale, mixité et diversité des usages, développement durable, relations directes et de proximité avec les transports en commun et de la création de foncier, car tout ceci effectivement produit de la richesse, car ce sont des mètres carrés qui n'existent pas, des mètres carrés que l'on crée
en sous-sol, des mètres carrés qui sont dans des situations urbaines de première excellence, et donc des mètres carrés qui ont une valeur aussi bien pour évidemment la ville en termes de charges foncières qui va les vendre que pour le promoteur et les investisseurs qui vont développer des projets immobiliers. Donc la question du groundscape est une question qui apparaît de plus en plus au travers de ces différentes expertises comme une tendance très sérieuse d'un élément de réponse. Ça ne fait pas tout, ça ne répond pas à toutes les problématiques, mais c'est un élément de réponse extrêmement sérieux du point de vue je dirais de l'efficacité pour le développement et l'intensification des métropoles sans pour autant avoir des perceptions de densité et en particulier évidemment dans des villes patrimoniales comme celle de Paris. En effet, si on compare Londres et Paris, globalement, les Anglais font tout mieux que nous. La seule différence, si je puis dire, c'est un élément qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas Paris. C'est-à-dire que, quoi qu'ils fassent, Londres, du point de vue de la ville, ne sera jamais Paris. Donc si nous, et c'est ce que nous allons faire évidemment, et c'est déjà en route, nous donnons à des villes comme Paris, qui sont des trésors inégalés et inégalables, cette dimension de vie contemporaine, vous comprenez que le futur est vraiment juste devant nous, il est même à portée de nous, juste sous nos pieds. Donc, vive le groundscape, c'est l'avenir, une partie de l'avenir encore une fois, mais c'est quand même un super terrain de jeu pour les urbanistes et les architectes en particulier, et les politiques, je peux le témoigner, s'y intéressent de plus en plus, et ça devient pour la France et en particulier pour nos métropoles françaises des éléments d'expertise qui peuvent être tout à fait exportés, car toutes les métropoles du monde sont dans cette dynamique avec beaucoup moins de contraintes ou de complexes et elles développent dans tous les sens du terme, dans toutes les directions, des lieux dans lesquels justement les métropolitains prennent place et je dirais même prennent espoir par rapport à la rugosité et à une forme de difficulté d'une certaine façon de passer de la ville à la métropole, car comme vous l'avez compris, la métropole, c'est pas la ville, c'est plus la ville. Merci. Merci infiniment Dominique Perrault d'être venu nous présenter votre travail exceptionnel. Je vous rappelle que vous avez un train dans quelques minutes, mais nous allons prendre 10 minutes pour les questions du public. Si vous voulez vous manifester pour prendre le micro. N'ayez pas peur. Alors moi je permets de vous solliciter parce que j'ai pas bien compris en fait ce qu'allaient devenir les sous-sols dans la première partie de la présentation. Vous avez dit que les sous-sols n'accueilleraient plus les voitures, mais ça partirait vers autre chose et là j'ai pas compris. Si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, si on reprend cette image là que l'on voit, c'est que par exemple les 3 premiers niveaux de sous-sol qu'on appelle sous-sol, à défaut de trouver un mot plus adapté, disons. Donc, ces 3 niveaux, aujourd'hui, sont en général dédiés à des locaux techniques ou à des parkings ou à des espaces qui sont des espaces que l'on refoule, disons, ou que l'on gère de façon... de façon à être une forme de mode de fonctionnement indépendant de ce qui se passe au-dessus d'eux. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, au moins ce premier niveau qu'on évoquait tout à l'heure, ça c'est un niveau de richesse. C'est plus un niveau de parking, quoi. Et donc le niveau suivant fait partie d'une certaine façon, parce que lorsqu'on travaille sur cette épaisseur du sol, il faut des hauteurs, il faut que la lumière pénètre, etc. Donc en fait, ce qui, il y a encore quelque temps, était dédié dans les programmes
à des fonctions plutôt de stationnement, globalement, deviennent des espaces qui vont être dédiés à la vie du bâtiment lui-même. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît maintenant noir sur blanc. C'est-à-dire que dans les programmes de bâtiments, cette notion de réversibilité, car aujourd'hui on a besoin d'utiliser encore ces espaces pour du stockage de voitures, ces lieux vont très rapidement muter vers d'autres usages voilà, donc ça montre que c'est en route, quoi, si vous voulez, que cette espèce de relation avec nos infrastructures est une relation qui est en transformation. Merci. Bonjour, merci pour la conférence. Je voulais voir d'abord avec vous, essayer de comprendre, là vous nous instaurez d'abord une qualité d'ambiance qui génère des qualités spatiales. Est-ce que vous avez pu essayer ce processus de groundscape sur de la réhabilitation de sous-sol ? La réhabilitation, oui. On travaille actuellement justement sur des problématiques de parking à Paris pour transformer ces parkings en d'autres lieux. Donc ça, c'est une piste de recherche. Et un sujet qui est, à mon avis, plus sexy, c'est la question de toutes les couches qui se trouvent sous la Défense. Où là, on a des espaces absolument gigantesques qui sont des lieux sur lesquels, justement, on pourrait intervenir et qui donneraient une offre et des qualités tout à fait complémentaires. Évidemment, par rapport à toutes les tours qui sont construites au-dessus, mais aussi dans la relation horizontale avec les quartiers autour et les différentes voies de circulation. Donc ça, si vous voulez, l'intervention sur cette épaisseur, elle est encore plus immédiate et plus efficace par rapport à justement des situations existantes. On travaille sur plusieurs projets à Paris où on est presque dans des situations d'iceberg, où on a 7 niveaux au-dessus et 7 niveaux ou 8 niveaux de parking en dessous, dont on n'a plus besoin. On a besoin peut-être de 3, mais il y en a 5 de vides. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont effectivement liés à de nouveaux usages et à des situations urbaines tout à fait intéressantes, quoi, de réhabilitation par définition. De toute façon, un mot sur la réhabilitation. Je cite des chiffres, ils sont pas super exacts, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. On a dû construire à peu près 50 millions de mètres carrés pendant la deuxième partie du XXe siècle en Île-de-France, l'ordre de grandeur. Sur les 50 millions, il y en a, disons, 30 millions qui sont obsolescents. C'est-à-dire que le marché, si on parle le marché d'avenir, c'est la réhabilitation. C'est la restructuration, la remise en route, ou toutes les procédures de réactualisation de ce que l'on a construit dans les années 70 à peu près. Donc, si vous voulez, la réhabilitation, c'est plus quelque chose de cosmétique. C'est quelque chose on restructure. On remet en route des ensembles, on leur redonne un mode de fonctionnement et aussi un mode d'échange, surtout par rapport à leur environnement et leur quartier. Bonsoir. Vous nous avez présenté des projets de vraiment très grande dimension. Est-ce que vous pensez que ce principe de groundscape peut être appliqué à des plus petits projets, des maisons individuelles par exemple, pour prendre vraiment de très petites dimensions? Et comment? Alors, donc je vous renvoie à ce qui se passe actuellement à Londres, qui s'appelle Super Basement, où les riches, qui ne cessent pas d'être de plus en plus riches, font un travail de groundscape très très offensif et agressif dans le centre de Londres. C'est-à-dire que
ils ont acheté la peau des fesses, déjà leur maison, et ils construisent des sous-sols de plus en plus profonds pour y installer piscine, cinéma, autres locaux, cave à vin, etc. Donc, si vous voulez, c'est pour vous donner une idée que ce développement, si vous voulez, n'est pas un développement parce qu'on n'avait rien à faire et parce qu'on ne savait pas quoi faire. Alors on s'est dit, tiens, on va s'occuper un peu du sous-sol. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de développement urbain dans tous les sens du terme. Ça, c'est un exemple. On a un autre exemple, vous pourrez venir, j'espère, visiter l'année prochaine. C'est Versailles, par exemple, où on travaille sur une des ailes du château de Versailles pour mettre en place l'accueil et la sortie du public à partir du même endroit. C'est ce qui a été fait au Louvre. Donc les 7 millions de visiteurs annuels de Versailles entreront par la même aile et sortiront par la même aile après la visite du château. Bon, alors évidemment, le château est un peu âgé, donc il est un peu petit. Donc il a fallu trouver des mètres carrés nouveaux. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas construit de nouveaux mètres carrés à Versailles. Et on a donc sous le pavillon du Four et sous la vieille aile créé tout un rez-de-jardin. On a incrusté dans le sol un grand volume de verre avec un escalier qui longe les façades qui va faire office de sortie. Et on a également développé des espaces contigus à cette lumière naturelle qui vient donc en pied de bâtiment. On a donc construit tout un espace de sous-sol, mais qui est un peu entre deux parce qu'il y a du relief, sous la cour des Princes. Donc voilà, donc on a étendu le château de Versailles par le sous-sol. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. Je vais en profiter tant que j'ai encore le micro. Si j'ai une deuxième question, si en fait vous nous avez présenté du coup tout ce principe d'habiter le sol, mais et votre point de vue c'est que la ville métropole qui s'agrandit par la skyline, c'est peut-être dépassé, ou en tout cas vous proposez une autre proposition. Mais justement, est-ce que ça pourrait pas être la solution à cette limite qu'a atteint la dimension des bâtiments, par exemple en continuant d'augmenter par de grands buildings, de grands volumes, et de creuser à l'intérieur par les mêmes principes que vous avez proposés en creusant le sol? Moi, je pense que il faut pas être dogmatique dans le sens où monter, aller plus haut, c'est pas bien. Il faut aller plus bas. Il faut, je sais pas. Bon, tout ça sont des espèces de trucs qui occupent les médias. Voilà. Donc un jour ils disent ça, le lendemain ils disent autre chose. Enfin, c'est pas très intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le développement c'est des développements systémiques. C'est-à-dire que toutes ces constructions de grande hauteur, bon, elles sont pas mal, mais pour l'instant, elles sont jamais reliées entre elles, quoi. Je veux dire que si on avait une espèce de ville sur la ville, bon, il y a des dizaines d'architectes qui ont dessiné des dessins merveilleux là-dessus. Bon, bah, si entre deux tours, si on en mettait une à l'horizontale, au-dessus des deux, on en mettait une comme ça, et puis on en branchait encore deux autres qui montent plus haut, etc. Bon, ça, je trouve ça intéressant. Ça vaut le détour, quoi. De savoir si on est à 1 kilomètre, mais demain on va être à 1 kilomètre 100, puis après 1 kilomètre 200 en hauteur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si on était sur un développement d'un ensemble de tours, de barres, d'un ensemble de systèmes qui montent jusqu'à 300 mètres de hauteur, qui descendent à 200 mètres de profondeur, ça, je trouve que ça vaut quand même le détour. Ça à ce moment-là, ça c'est bien que les médias s'en occupent, quoi. D'accord, merci. J'ai fini. Dernière question. On sera bientôt 9 milliards. Hein. Donc c'est pour ça que voilà, on va avoir du renfort pour faire ça. Donc c'est bon, on n'a pas besoin de... faut pas perdre courage. Bonsoir. Vous avez présenté beaucoup de projets publics. Je suis là. Ah ouais, merci. Vous avez présenté beaucoup de projets publics dans votre présentation et du coup je m'interrogeais sur la transposition du modèle dans des projets d'ordre privé, notamment par rapport au coût que représente effectivement d'habiter le sous-sol et au cadre réglementaire français. Alors, ils sont pas tous publics, parce que par exemple la Poste du Louvre,
maintenant, ça s'appelle Postimo, donc ils ont un fonctionnement de real estate, disons, de promoteurs ou d'immobilier. Donc ils sont sortis d'une certaine logique. Bon, ceci dit, ça intéresse énormément les privés parce que ce que je vous montre là, c'est du fric et encore du fric, quoi. Donc ça les intéresse, quoi. Voilà. Donc, je veux dire, là, des mètres carrés comme ça, sous la Poste du Louvre, c'est de l'or. C'est de l'or. Donc, on travaille sur des projets à Paris où il y a des charges foncières sur des projets qui vont dépasser le milliard d'euros pour la ville de Paris et l'État. Donc, si vous voulez, donc tout va bien. Il n'y a pas de. Et c'est pour ça que j'évoquais le Londres tout à l'heure. C'est pas une question publique-privée. Voilà. Par contre, la question réglementaire que vous évoquez, ça c'est un sujet, et effectivement, il y a là toute une réflexion et un travail qui est en cours, entre autres à Paris. Je ne sais pas comment ça se passe ici pour la métropole lyonnaise, mais de façon à faire évoluer ces notions d'affouillement, etc. On a fait un projet, on est allé très loin à Nantes pour le musée d'Aubray, et le juge nous a cassé le projet en appel. Le client a été le Conseil général et évidemment la métropole de Nantes, parce que on modifiait le niveau du sol. Bon. Tout est relatif, parce que ça nous permettait de construire dessous et de relier les 3 bâtiments du musée en un seul et de conserver le jardin pour le quartier. Donc c'était assez comique, ou triste, parce que les associations qui avaient fait recours pour des raisons politiques sur le sujet, mais qui profitaient bien de ce jardin, elles avaient bien raison d'ailleurs, ont été déboutées. Et c'est le juge qui a trouvé que, quand même, quand il lisait le texte, il y avait affouillement. Donc, la Samaritaine, c'était exactement la même problématique sur un autre type de sémantique. Mais donc, si vous voulez, et du coup, la métropole nantaise a remis au travail, si je puis dire, a réécrit ces articles qui parlaient de l'affouillement de façon à ce qu'il y ait ces contraintes juridiques, si vous voulez, soient levées ou tout au moins soient appréciées différemment. C'est le cas à Paris aujourd'hui, avec le nouveau PLU de 2016, où la notion d'affouillement et de cour anglaise est en train de se mettre en place. Par contre, il est hors de question de construire des habitations au sous-sol. Voilà, je crois que je vais rater mon train. Donc, je resterai bien encore, mais je sais pas, je me laisse. Faut pas. Malheureusement, on va terminer là. Que... Merci beaucoup, Dominique Perrault.